une adaptation en se plaçant dans le cadre de l'observation et tirer des leçons. OK. Je crois que Kevin a la main levée. OK. Oui, moi j'aimerais juste savoir s'il y a des stratégies de mitigation pour éviter que les enfants non détectés par le PB soient laissés pour compte, parce qu'on sait que c'est un risque dans cette stratégie. Donc, quel qu'on peut mettre en place comme stratégie? Je crois que tout le monde, on a déjà dit quelque chose. Alors, on a vu les expectations. Donc, on va mettre ça sur le chat pour laisser tout le monde voir ça. Et aussi, je voulais demander... Pardon? S'il vous plaît, Martha, je voulais parler. Patrice. Oui, Patrice. Oui, juste Vous pour voulez dire ajouter que... quelque chose? Oui, pour dire que pour moi, l'attente, c'est de voir peut-être dans les expériences que vous avez eues ça et là, ou peut-être quels sont les mécanismes que les autres ont fait pour qu'il y ait intégration de cette approche simplifiée avec les autres programmes tels que la PCIME que Alain venait d'évoquer, parce que en RDC, comme vous le savez, nous avons les sites de soins communautaires et on va beaucoup agir au niveau communautaire. Donc, je suis intéressé à cette intégration de cette action au niveau communautaire avec les autres programmes qui existent déjà. Merci. OK. OK, merci à tout le monde. Je crois, et mon prière est qu'à la fin de 3 jours, on va voir les réponses où tu vas recevoir les informations concernant vos attentes. OK? Maintenant, on va... Je ne suis pas sûre parce que Georges, Alain a sa main levée, mais je ne suis pas sûre si vous avez déjà la chance de parler ou pas encore. Non, c'est OK pour moi. OK. Ouais. Voilà, on va aller maintenant, je crois dans votre boîte à email, les emails, vous avez déjà reçu les pre-tests. Oui? On lève la main? Tout le monde, on a déjà reçu les pre-tests dans votre email. Kevin, on a envoyé dans les 12 emails. On n'a pas encore reçu. Pardon? Non. Viviane, je n'ai pas encore reçu. Ce n'est pas encore arrivé. Viviane, ton email était quel email? Kini? C'est Maleba Viviane. Oui, tu es là, Viviane à yahoo.fr, c'est ça? Oui, c'est arrivé. On a déjà envoyé ça. Et Patrice, vous avez reçu le mail? Oui? Moïse, oui, Moïse, il a mis... OK. Moïse, vous avez une question ou ça c'est OK par rapport aux pre-tests? OK, merci. OK. Qui n'est pas encore reçu, sauf Viviane? Oui. Si quelqu'un n'a pas reçu, si vous pouvez... Donc, on va donner maintenant à 25... votre email dans le tout de suite. Oui. Maintenant, c'est 1 minute. Bon, c'est 6h30, on dit ça. On va donner 25 minutes pour faire les tests et 5 minutes pour envoyer les tests. Donc, on va faire, je voudrais demander tout le monde de mettre leur Zoom à mute, même si c'est possible
élevez les vidéos, commencez, faites votre test et envoyez-moi votre test dans 20 ou 25 minutes. On va recommencer les discussions à 17 h. Exactement. Donc, je voulais recevoir votre réponse sur les tests avant 17 h. OK, merci. OK, et bonjour à tout le monde. On va commencer maintenant, mais on n'a pas encore reçu tous les tests. Je ne vois pas les tests de Moïse. Les tests de... OK, bon, ça, je vois maintenant. J'ai reçu. Patrice, je crois que j'ai reçu aussi. Monsieur Bomba, je n'ai pas encore reçu. Ça reste les représentants du Caritas. Alors, on va commencer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On restera avec 1h30. Les diapos, s'il vous plaît, Rita. On a déjà fini les objectifs, non? OK, tout le monde est là? Qui n'est pas encore fini? Et allô? Okay, je vois Moïse. Patrice? Ah, OK. Voilà, maintenant, on commence. Il y en a beaucoup les noms par rapport les approches simplifiées. Il y en a les gens qui s'appellent les protocoles combinés. Il y en a les ONG qui s'appellent les protocoles simplifiés. Il y en a les gars aussi qui s'appellent les protocoles modifiés au programme avec les critères d'admission et l'agile. Maintenant aussi, il y en a les gens qui s'appellent en bref les protocoles Compass ou les protocoles Optima. Donc, il y en a beaucoup les noms. Mais à la fin de cette séance, on va voir, c'est pas les noms, c'est pas quoi, c'est juste les adaptations par rapport aux différentes composantes de l'approche ou des stratégies du PECIMA. Voilà, donc si quelqu'un dit protocole combiné, si quelqu'un dit les protocoles simplifiés, si quelqu'un dit les protocoles Compass ou les protocoles Optima, à la fin, ils disent c'est les adaptations sur l'approche PECIMA. Bon, les bons choix, ils disent les adaptations, pas les protocoles Optima ou quoi. Mais si c'est OK pour toi, d'utiliser les différents mots. Mais idéalement ou techniquement, c'est les adaptations simplifiées sur les protocoles PECIMA. Voilà, les diapos. Voilà, j'ai déjà mentionné ça dans les briefings qu'on a fait avant les consultations. Les approches simplifiées, c'est une gamme des adaptations aux protocoles et programmes nutritionnels qui visent à améliorer la couverture ou porter ou réduire les coûts. C'est une gamme des adaptations, donc c'est 1, 2, 3, c'est un paquet des adaptations. Ceci ont été particulièrement exploré des circonstances exceptionnelles où le potentiel de rétablissement est entravé par l'insécurité alimentaire grave, le système de santé est très faible ou l'extrême vulnérabilité de la population. Je pense, moi, les COVID, les pandémies du COVID est une circonstance exceptionnelle. Donc, si on dit l'épidémie COVID-19 est une circonstance exceptionnelle, ça invite nous à changer votre stratégie sur les PECIMA pour faire les différentes adaptations sur les traitements, les malnutritions aiguës. Diapo.
Bon, vous comprenez, il y a beaucoup les... Donc, alors, avant de discuter les différentes adaptations, je crois que tout le monde maintenant a connu les différentes adaptations. On va voir les adaptations et on connaît aussi, il y a beaucoup les adaptations. Mais avant d'aller sur les différents exemples des adaptations, si Rita, si on va sur les diapos de définition, je voulais aussi on va aller maintenant faire les breakout rooms. Quand on fait les breakout rooms, dans chaque groupe, on va discuter comment les différentes approches. Oui, Moussa, j'ai vu votre test, merci. Donc, allez, on va voir comment les différentes adaptations s'améliorent les qualités, s'améliorent les cours, ça aussi améliore les continuités, les soins de pétiment. On va voir ça quand on est là, le groupe. On va aller à diapo, s'il vous plaît. Donc, comme déjà dit, il y en a beaucoup les adaptations, comme on a vu sur les consultations, les premières adaptations, c'est qu'on appelle les protocoles combinés, où on fait les traitements, les masses et les membres dans un seul programme. Nous avons aussi l'utilisation de PB et l'EDEM comme les critères d'admission et de sortie. Et beaucoup les programmes, beaucoup les projets, ils disent les protocoles d'utilisation, les PB seulement. Elle ne met pas l'ODEM, mais l'idée que tu utilises les PB et l'ODEM. Utilise un seul produit pour traiter les masses et les membres. Et en DRC, vous avez accepté, tu vas utiliser les plans PNUD. Il y en a aussi les réductions de la fréquence de la visite de suivi. Diapo. Il y en a aussi l'utilisation des CAC pour gérer la manutention sans complication. Et en même temps, il y en a les gens qui utilisent la même CAC. Et quand on dit les CAC, bon, ce n'est pas tous les membres des CAC. Normalement, dans les différents pays, c'est normalement les relais communautés ou les mamans la lumière, mais ce n'est pas chefs de village qui sont dans les CAC en DRC. Donc, même si on dit les CAC, je ne sais pas l'expérience du DRC maintenant, mais les différents pays, même si on dit les CAC, ce n'est pas tout, c'est juste normalement les relais et les mamans lumière ou les autres types de volontés. Nous avons les PB famille. Nous avons aussi les modifications sur l'utilisation des ATP. Et les modifications, il y a deux modifications. Il y a où on donne les ATP non basées sur les poids. Même l'enfant, elle est 10 kilos, même elle est 5 kilos. On dit, si c'est l'enfant masse, on va donner 2 sachets. Si c'est l'enfant mam ou modéré, on va donner 1 sachet. Bon, les 2 sachets pour les masses et 1 sachet pour les mam, c'est l'adaptation qui sont très exprimées. Mais il y en a les différents pays aussi qui font les différentes choses. Il y en a aussi les pays où on donne les doses réduites de ATP, soit pour tous les enfants masses ou pour tous les enfants souffrant de malnutrition aiguë. Mais nous, on va concentrer sur les modifications ou l'adaptation qui est donnée du paquet de sachets à l'enfant masse et 1 sachet à l'enfant mam. Mais il y en a les pays, on va voir les expériences du Burkina, l'expérience maintenant aussi, il y en a l'étude qui sont en cours en DRC par Alima. Ils donnent les plans PNUD basés sur les poids, mais ça dépend. Et les poids et les marques. On dit les enfants entre 7 mois,
on va donner presque 175 kilocalories par jour et les enfants dans cette gamme du poids, on va donner cette montant. Donc, si l'enfant vient avec les poids qui sont moyennes, 6 kilos, ça c'est juste un exemple, on va donner 165 kilocalories par jour. Donc, dans les traitements, si cet enfant il arrive à kilo 10, on va changer, on réduit les quantités pour donner 60 kilocalories par jour. Mais les task force qui a été formée après les consultations a décidé d'utiliser juste les 2 1. Ça, c'est 2 sachets pour les enfants MAS et 1 sachet pour les enfants MAM. Et il y en a aussi d'autres modifications qui est là. Je crois MSF, il a commencé à faire certaines modifications sur les traitements médicaux. Par exemple, on ne donne pas tous les enfants les antibiotiques, on donne à les enfants qui sont les signes ou qui sont très sévères. Bon, il y en a les recherches ou les études qui sont encore par les différentes patinets. Mais les exemples que je donne maintenant, c'est l'exemple qui sont exprimés, qui sont connus par beaucoup les patinets. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît une autre adaptation ou un autre changement que je n'ai pas inclus ici. Salut Martha, on a une question aussi de la part de Khalil. Tu veux répondre maintenant ou laisser pour après? Bon, on répond maintenant. On ne peut pas laisser beaucoup les questions à la fin. Ouais. Ok, super. Donc, la question de Khalil, c'est, il a dit que je suis très préoccupée par le données ATPE selon masse et MAM sans tenir compte du poids ACR. ATPE comme médicament a toujours été utilisé en médecine selon le poids. Quels sont les défis liés à cette façon de faire dans les autres pays? Et une autre question, des constats d'intoxication et de sous-dose n'ont pas été enregistrés dans les autres pays? Bon, je voulais répondre à les 2 questions quand on finit les présentations sur les résultats des différentes études. Parce qu'il y a les études qui expliquaient les dosages. Donc, je vais expliquer ça après. C'est bon, Khalil? OK, il a mis les tics. OK, on continue? Diapo, s'il vous plaît. Bon, voilà, comme je l'ai dit quand on a commencé cette formation, les approches simplifiées, c'est juste les adaptations sur les stratégies anciennes qui existent du PCMA. Donc, on ne peut pas laisser les autres aspects, les PCMA, on faisait juste les aspects pour les approches simplifiées. Donc, conformément aux directives de l'OMS et les autres protocoles nationaux qui sont là, les aliments suivants doivent continuer. Les protocoles médicaux, on ne peut pas dire on donne juste les Plampinut, on ne donne pas les médicaments. On doit donner le médicament comme c'est expliqué dans les protocoles. On donne les antibiotiques, on fait les déparasitages après 4 semaines, on donne les vitamines A. Tout ça va continuer, même si on a fait quelques changements par rapport aux adaptations. Tous les enfants aux ODEM vont inclure toutes les critères d'admission pour les masses, même dans le programme PB uniquement, parce qu'il y en a les gens qui disent c'est le programme de PB uniquement. Même si c'est le PB uniquement, l'ODEM, c'est un critère de dépistage. Les traitements hospitaliers pour tous les masses ou les MAM avec les complications ou sans les appétits. Donc, les traitements, c'est juste pour les cas non compliqués. Mais s'il y a complications, on doit assurer que les enfants, on mène sous les UNTA. C'est pourquoi on insistait, même si on va commencer le travail
sur les 3 zones en Kinshasa où il n'y a pas les CIMAM, c'est nécessaire d'assurer qu'il y a les UNTA ou qu'il y a un FOSA où c'est possible d'améliorer leur capacité pour commencer à faire le traitement pour les enfants avec complications. Donc, dans votre plan, pour les gens qui vont travailler dans les 3 zones où il n'y a pas les masses, mais les PCMA, tu dois assurer dans votre plan, vous avez inclus les mises en place des UNTA et les formations pour les agents de santé communautaire sur les composantes du prise en charge maladie dans les UNTA. Donc, alors, continue. Bon, alors, on dit pourquoi les approches simplifiées? Toi et moi, pourquoi on voulait changer les systèmes PCMA qui sont là? Bon, maintenant, on discute par rapport, c'est les recommandations par rapport les pandémies du COVID. Mais initialement, il y en a les différents pays qui ont déjà commencé à faire les approches simplifiées, même si en DRC, il y a les optimales qui sont en cours. Donc, pourquoi on voulait faire les approches simplifiées? Bon, l'idée est pour simplifier la prévention et le traitement des malnutrition aiguë et améliorant les qualités, les cours, la relatabilité, les couvertures et la continuité. Ça, c'était l'objectif. Donc, tous les changements qu'on voulait faire, toutes les adaptations qui sont sur les approches simplifiées, l'objectif global, c'est pour assurer qu'à la fin, les qualités et améliorer les cours, la relatabilité, les couvertures et la continuité. Donc, je voulais demander à tout le monde maintenant, surtout, comment les approches simplifiées améliorent les qualités ou comment les approches simplifiées améliorent les coûts et comment les approches simplifiées améliorent les rentabilité et comment ces approches améliorent les couvertures et la continuité. Donc, on va former, je crois, on est combien? On est 9. Donc, on va former, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Presque, on va former un groupe de 2 participants. On va mettre chaque dans les groupes, dans les breakout rooms. Dans un breakout room, 7 paires de participants vont discuter comment les approches simplifiées améliorent les qualités. Dans le 2e groupe, tu vas discuter comment les approches simplifiées améliorent les coûts. Et le 3e, comment améliorer la rentabilité. Et le 4e, tu vas discuter comment les approches simplifiées améliorent les couvertures. Et le dernier paire, où tu vas discuter comment les approches simplifiées améliorent assurer les continuités de soins du PCMA. Donc, tu vas faire les discussions pour 5 minutes et on revient sur les grandes salles et on va donner chaque groupe 2 ou 3 minutes pour présenter leurs réponses. Donc, Arita, tu peux nous aider à aller sur les différentes breakout rooms. Oui, OK. Les instructions sont claires à tout le monde? Oui, les instructions sont claires? On peut aussi l'écrire dans le chat box. OK, je vais ça. Si on peut répondre, s'il vous plaît, si on peut répondre les groupes là. Groupe 1, c'est quel thème? Groupe 2, quel thème? Groupe 3, quel thème? So, groupe 1, tu vas discuter comment les approches simplifiées améliorent les qualités de traitement des malnutrition aiguë. Et groupe 2, je ne sais pas ce qui est dans les différents groupes. Les groupes 2, tu vas discuter comment les approches simplifiées améliorent les cours. Et groupe 3, tu vas discuter comment les approches simplifiées, c'était quoi les 4? Comment les approches simplifiées... La rentabilité. La rentabilité et le dernier groupe, c'est les
continuité de son travail. La couverture et la continuité. Voilà. Je vais l'écrire maintenant dans le chat box. 5 minutes pour les discussions entre les 2 ou 3, je ne sais pas, je crois qu'on est 2 dans chaque groupe, et 2 minutes pour revenir ici ou faire les présentations. Les qualités. Je vais présenter. Le groupe qui a discuté les qualités. Tout le monde sont en mute. Ouais, c'est notre groupe, en fait. C'est le groupe 1. Ça, c'était le gouverneur et qui? Moi, avec Nono. OK. Voilà. Comment les approches améliorent les qualités? Nono va me compléter, hein, parce que de toute façon, on a discuté, on n'a même pas fini, mais bon. Nous nous sommes dit ceci. Déjà, le fait que nous sommes dans la situation précaire des contaminations de Covid, et puis nous sommes obligés de pouvoir traiter les enfants parce que c'est des cas qu'on ne doit pas abandonner, sinon c'est non-assistance à une personne en danger. Et qu'on ne peut plus avoir la masse qu'on avait d'intrants par site pour pouvoir servir beaucoup de gens. Les enfants masses et les enfants MAM doivent être traités au même moment. La qualité, c'est qu'on améliore la qualité dans le sens où le même screening, le même dépistage peut permettre d'avoir plus d'enfants au même moment. Par exemple, les enfants MAS et les enfants MAM, ils sont screenés au même moment. Et c'est déjà quelque chose de bon. Donc, on gagne du temps aussi. Deuxièmement, il y a cette prise en charge. Avec un produit de renutrition, on peut traiter en même temps l'enfant MAM et l'enfant MAS, et la maman est responsabilisée pour pouvoir le faire parce qu'elle n'aura plus à avoir de grosses quantités qu'elle va devoir ramener à la maison, et puis si elle doit aller au champ ou n'importe où et laisser quelqu'un d'autre, il y a des déperditions. Mais avec le peu qu'il peut avoir, elle est à mesure de traiter l'enfant MAS, et s'il a l'enfant MAM, en même temps, il peut aussi le traiter. Il y a ce qu'on appelle économie de temps là-dessus aussi. Même au niveau de la structure, il y a économie de temps. Et puis, troisièmement, je ne sais pas si mon collègue Nono me suit. Oui. Voilà, si tu peux parler pour le troisième point. Le troisième point, on avait parlé du dépistage et traitement des cas. Oui. On avait parlé de la gestion de la responsabilisation de la maman, en fait. C'était la responsabilisation de la maman. On donnait, oui. Comme c'est la maman elle-même qui s'occupe de son enfant, donc, même si la maman va sévère, on donne que des sachets. Donc, il peut se dire, avant d'aller en forêt, au travail, il donne le sachet du matin. Et le soir, il peut garder pour se rassurer que l'enfant a pris la dose indiquée journalièrement. Et elle-même peut garder ça de façon que personne ne vole ça. Comme il n'y a pas une grande quantité. Donc, c'est ce qu'on a vu. OK. Merci. Les autres, merci beaucoup, les gouverneurs et monsieur Nono. Les autres participants, il y a quelque chose que vous voulez ajouter par rapport aux qualités? Allô, Rich? Oui, Viviane. Oui, on est un peu déconnectés. Hein? On n'est plus ensemble avec vous. On était un peu déconnectés. Si vous pouvez nous récapituler un peu. On est un peu vraiment en dehors de ce que vous êtes en train de dire. Monsieur le gouverneur, Viviane, il la demande juste dans 2 minutes, un bref. Viviane, écoute maintenant très bien. Il faut bien arranger ton appareil là-bas. OK. Nous avons dit ceci, hein. Étant donné que nous sommes dans un contexte... Tu ne sais pas? Tu ne sais pas? OK, je vous suis. Voilà. Étant donné que nous sommes dans un contexte pas bon de la transmission de COVID-19 et qu'on ne peut plus maintenant venir avec toute cette stratégie ancienne qu'on avait, avec risque de se contaminer,
pour améliorer la qualité, nous sommes dit, le fait que la masse et la MAM sont dépistées au même moment avec le PB et quand on check les œdèmes, on a rendu souple ce dépistage, ce screening. Et l'avantage, c'est que ça peut aussi amener à screener plusieurs enfants au même moment parce qu'en fait, c'est masse et MAM qui se font au même moment. Déjà une bonne qualité qu'on améliore. Deuxièmement, avec un aliment, on peut traiter et la masse et la MAM. Ça évite que la maman aille avec beaucoup d'intrants à la maison qui vont peut-être être sujets à des vols, des détournements, des gens, de la famille, tout ça. Elle pourra gérer elle-même pour l'enfant masse et l'enfant MAM. Ça, c'est déjà une bonne qualité, ce qu'on améliore. Et troisièmement, c'est cette responsabilisation de la maman ou du tuteur de l'enfant à gérer elle-même le traitement de son enfant. Voilà ce qu'on avait dit, grosso modo. Oui. Et monsieur Nono, il a bien expliqué ça. Il a dit si c'est les 12 sachets, c'est facile les mains à gérer ça. Il donne un avant d'aller au château, il donne un le soir. Bon, il n'y a pas les partageaux de la maison aussi, c'était 5 ou 20, combien, 2, 3 ou 4 sachets, ou 5 sachets par jour. OK, merci. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui a discuté. Si on peut poser une question. Oui. Oui, moi je remercie bien le groupe de gouverneurs. Merci à vous pour ce petit exposé. Moi j'ai un problème. Hein. Quand vous parlez de qualité, pour moi il faut faire très attention. Parce que quand le niveau communautaire fait le dépistage, est-ce qu'on peut vraiment parler de qualité? Tant qu'il n'y a pas un suivi rigoureux et une vérification rigoureuse des prises des PB, je pense que ça va être très difficile pour nous de juger que le dépistage est de qualité. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est la gestion même des intrants qu'on a à la maman. Qu'on donne 30 sachets ou 60 sachets à la maman pour 30 jours. Je pense que faisons attention parce que nous sommes sur le terrain. Nous savons très bien que quand on donne assez de Plan-Pi, ça se retrouve malheureusement sur les marchés, puisque les femmes, généralement, pour chercher de l'argent, elles ont beaucoup de systèmes. Excusez-moi bien les femmes, mais en tout cas, il y a des pratiques qu'il faut vraiment essayer de minimiser, puisque plus vous en avez, plus vous êtes attiré par vendre les Plan-Pi. Donc, moi, je pense que par rapport à ça aussi, est-ce qu'on peut parler de qualité? Du moment où c'est donné à l'enfant, mais par effet pervers, ça va se retrouver sur le marché, ou bien ça va être consommé même par le papa ou la maman ou un autre frère. Voilà mes problèmes par rapport à la qualité. Pour finir, je comprends très bien que c'est une bonne chose que la maman soit responsable du traitement de son enfant. Mais il faudrait que la maman soit formée pour faire le traitement de son enfant. Je vous remercie. Je vois Fidèle et sourit. Je ne sais pas s'il a quelque chose à ajouter. Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord avec mon collègue qui vient de parler parce que nous parlons de qualité. J'étais en train de me dire que un des aspects de qualité, c'est le suivi régulier par quelqu'un qui a un peu plus de compétences pour renforcer cette qualité dans la détection. Mais également, le deuxième élément que je voyais, c'est sur les intrants que nous déposons au niveau du ménage. Il faut également insister beaucoup sur la conservation. Parce que si on conserve mal les quelques sachets qu'on va donner, c'est-à-dire que la qualité ne sera pas là. Les aliments vont être altérés, dénaturés, et donc on ne va pas avoir les résultats attendus sur les enfants. Voilà les quelques commentaires pour compléter mes collègues qui venaient de parler tout à l'heure. OK. Merci. Oui, monsieur. Je ne vois pas les noms. Je vois juste, tu as dit Caritas Congo. Tu peux changer les noms. OK? OK. Non, je voulais dire ceci. On n'a pas dit qu'il fallait déposer la quantité des intrants pour 30 jours. Non. Les suivis, soit c'est hebdomadaire. Donc, pour un enfant MAM, l'hebdomadaire veut dire 7 jours. La maman n'aura que 7 sachets à gérer.
Et pour le cas masse, pour 7 jours, la maman n'aura que 14 sachets. Donc, ce n'est pas une grande quantité qu'on va laisser la maman sans suivi, sans rien. Non. On laisse et les relais vont passer. Les superviseurs de l'organisation qui va appuyer aussi la zone vont passer pour se rassurer que c'est bien géré. Donc, le problème ne se situe pas à ce niveau-là. Voilà la précision que je voulais donner. Ouais. Viviane, je voulais donner Viviane 1 minute, et Moussa 1 minute et le gouverneur 1 minute. À la fin, donc, oui? C'est presque ce que mes prédécesseurs venaient de dire. Donc, dans le protocole simplifié, si nous voulons vraiment nous rassurer de la qualité du traitement, il serait important qu'on puisse renforcer le mécanisme de suivi. Parce que pour la mère, elle, il n'y a pas de souci. Elle aura à recevoir les ATP pour les cas de MAM ou les cas de masse. Elle aussi, elle peut faire de n'importe quoi avec ça. C'est là où se trouve notre crainte. Mais si nous voulons réussir avec cette approche simplifiée, que les relais ou les CAC qui sera désigné pour faire le suivi de ces ménages-là, puissent de temps en temps renforcer le suivi et faire les rapports au niveau des chefs de l'aire, qui est le prestataire, l'infirmier, qui est superviseur de ces relais communautaires, qui fera le suivi de ces ménages-là dans les villages. Si on casse les mécanismes de suivi entre la mère et les prestataires au niveau de la structure, c'est-à-dire que c'est dans les ménages où on va commencer à vendre ou à dispatcher les peuplinates aux patients aux personnes qui ne sont pas malades. Donc, nous allons échouer. Renforcer les mécanismes de suivi entre relais communautaires et la structure et la mère. C'est ce que je devrais ajouter. Pour si nous voulons qu'il y ait une bonne qualité de cette approche. OK, Moussa. Merci beaucoup, Martha. Moi, je pense que notre ami de Caritas Congo a déplacé le problème que de résoudre le problème. Je m'explique. Je pense que l'approche simplifiée s'applique à tous les contextes. Il faudrait d'abord qu'ils comprennent ça. Que ce soit le contexte d'urgence sanitaire ou d'urgence naturelle, ou je ne sais pas comment vous voulez qu'on l'appelle, que ce soit un contexte normal, on peut appliquer l'approche simplifiée. Ce qu'il vient d'expliquer pour moi, c'est dans le contexte normal. Aujourd'hui, nous sommes frappés par la crise sanitaire qui est le Covid. Donc, les autorités sanitaires ont été claires qu'on ne peut appliquer que ce qui a été décidé par rapport au Covid au Congo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en principe, un enfant MAM, si on applique cette approche, un enfant MAM doit avoir 30 sachets pour le mois. Et un enfant MAS doit avoir 60 sachets pour le mois. Moi, mon problème ne se pose pas de la quantité. Mon problème se pose dans la gestion de cette quantité-là. Et comme l'avaient dit les deux collègues qui m'ont précédé, je pense qu'il faut voir quel mécanisme nous allons mettre en place pour contrôler et faire une bonne gestion de ces entrants-là pour que ce soit bénéfique pour les enfants malades. C'est de ça qu'il s'agit ici. Je vous remercie. Merci. Le gouverneur? Qu'on ait un même entendement avec tous les participants. Parce que la question qui avait été posée ici, c'est comment les approches simplifiées améliorent la qualité. On n'a pas demandé de savoir comment faire pour améliorer la qualité. C'est différent. Je vois que tous nos participants, ils répondent à la question de comment faire pour améliorer la qualité. Mais nous avons dit comment les approches simplifiées améliorent la qualité. C'est pourquoi on a cité ce qui améliore. Moi, je pensais qu'en intervenant, ils allaient dire, nous, on ajoute ceci dans ce que les collègues ont dit. On ajoute ceci dans ce que les collègues ont dit. Parce que si on nous a posé la question de savoir comment ça s'améliore, on répondrait comment ça s'améliore. C'est un peu ça que je voulais donner. OK, merci à tout le monde. Je voulais dire à tout le monde, juste quand on dit les qualités, voir dans 3 aspects. Nous avons les qualités au centre de santé. Un exemple, si on dit les gens de santé, on va faire juste les PB.
cet agent de santé, il voit le temps pour assurer qu'il fait le bon triage, parce qu'il a le temps, parce qu'il ne peut pas aller faire les poids, il ne peut pas aller mesurer les temps. Donc, ça, c'est un aspect de qualité. Oui. En même temps, il y en a les aspects des protocoles qui sont compliqués. Un exemple, si on dit maintenant, on dit si vous voulez donner le Plampinat, tu dois connaître les poids et aller sur les tables, voir sur les tables l'enfant qui avec 7 kilos, on donne combien de sachets par jour. Pour ça, ça passe beaucoup de temps et c'est un peu compliqué. Mais quand on dit c'est juste doux, c'est simple. Je ne sais pas si il y en a les gens qui visitent, les gens de information technology, les information management. Quand vous visitez les différents centres de santé, tu vois, il y en a les gens de santé qui ne connaissent pas comment on faisait les différentes choses. Donc, au centre de santé, quand on dit les gens allez donner juste 2 sachets par enfant, ça c'est simple. Donc, ça c'est un exemple de qualité au centre de santé. Nous avons aussi des qualités où l'enfant, comme un exemple, je respecte Moussa, je sais, il y en a beaucoup de problèmes au village ou aux communautés ou à la maison, mais quand on dit la maman, donne ton enfant 5 sachets et tu vas donner les premiers sachets les matins, les 12e, à 10 heures, les 3e, ça, avant ça, tu donnes la maman beaucoup le travail. À la fin, qu'est-ce que la maman elle va faire? Il va donner le Plampinat à les grands-enfants pour donner à les petits enfants. Donc ça aussi, mais si c'est juste un sachet, là, avant d'aller au chantier, tu donnes. Et quand tu reviens, tu donnes. Si c'est bien fait, je voulais clarifier, si c'est bien fait comme ça, ça va aider pour assurer que cet enfant reçoit toutes les quantités des ATP nécessaires. Pour si c'est fait comme ça, on laisse les problèmes que là, je sais. Mais si c'est fait comme ça, ça aide aussi à assurer les bonnes qualités. À la communauté aussi, quand on dit les mamans, on ne peut pas venir au centre de santé chaque semaine ou chaque 2 semaines. Tu donnes la maman ou les soignants le temps pour aller faire d'autres choses. Donc, quand il fait d'autres choses, il prépare certains temps pour aller faire les choses concernant les traitements, les masses et les membres. Mais si on vient chez elle, elle faisait tout le travail qu'il voulait faire. Mais je voulais aussi émettre les points de Moussa. Je dis, c'est les raisons pourquoi on est ici. C'est les raisons pourquoi on fait cette discussion. Donc, les guides, ils disent, on peut passer presque 1 mois ou 2 mois, c'était les 8 semaines. Donc, mais ça, c'est les guides. C'est pas les, comment on dit, en anglais, it's not a must. On peut pas dire, on doit faire ça. On est là ici pour discuter, on dit, mais nous, ici en RDC, quand on donne 60 sachets de Plampinut, c'est clair, il n'y a pas de questions, on va trouver cette Plampinat ou marché. Donc, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les approches? On utilise 2 semaines en utilisant les records, en utilisant 2 semaines, ou donner les intrants pour 4 semaines en utilisant les records. Donc, c'est pourquoi on est là. Donc, à la fin de chaque discussion des différentes adaptations, on va faire qu'est-ce que j'appelle decision tree. On va avoir une table qui dit les adaptations PBMR ou l'adaptation suivi réduit. Ça va marcher si les relais communautés fait tac, tac, tac. Si les différents points que là. Donc, on va utiliser cette table pour parler différentes partenaires. Un exemple, les gens qui vont faire le travail ou
ou les zones où il n'y a pas les paiements, donc il n'y a pas les relais communautés. On ne peut pas dire on va utiliser les relais communautés parce que les relais communautés ne sont pas là. Donc, tu vas trouver comment tu vas gérer le travail. Donc, je voulais assurer tout le monde dans votre tête, dans les discussions, à comprendre c'est les guides. C'est les guides. C'est pas les choses exactes. On peut pas dire, je vais aller faire ça parce que le guide a dit ça. Le guide est là pour donner les guidance. C'est juste les guides pour aider comment tu vas faire le travail. OK, merci. On va aller au deuxième groupe. On a passé beaucoup de temps. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui a discuté les cours. Sur le cours. Oui. Oui, nous avons discuté sur le cours, Rita et moi. Le premier point qui ressort, c'est en termes de quantité de plompies. Ou bien, si par exemple, pour un enfant de 10 kilos, il fallait à la fin 60 sachets pour qu'il soit guéri, on a moins que ça, moins de la moitié même. Donc, ce qui veut dire, en termes d'achat de quantité de coûts de plompies, le coût par enfant diminue significativement. Le deuxième point par rapport au coût était l'utilisation d'un produit au lieu de deux. Parce que si on prend la quantité de produits qu'on utilise pour les masses, plus pour les mâles, le coût devient élevé. Or, actuellement, on utilise un seul produit. Donc, si on prend les montants des deux, on va acheter plus de produits que ce que nous avons habituellement. Donc, troisième point. Donc, par rapport au coût, si nous prenons en amont les enfants MAM, ça veut dire qu'on aura moins de masse. Donc, par conséquent, le nombre de plompies pour les femmes va aussi diminuer. Donc, le quatrième point, si on utilise le Compax, c'est-à-dire dose unie basée sur le MUAC, donc autrement dit, les toises et les balances vont disparaître. Ce qui veut dire qu'on risque d'avoir moins de coûts de toises et balances au niveau communautaire. Parce que si on veut détacher toises et balances au niveau communautaire, en plus du centre de santé, cela va élever le coût. Donc, dans le cinquième point, c'est par rapport, on a dit peut-être aussi au niveau du transport, vu un peu la quantité d'intrants à transporter, on risque d'avoir une baisse de coût. Par contre aussi, on risque d'avoir une baisse de coût par rapport aux activités communautaires pour la détection des mamans, dans la mesure que cela va améliorer la continuité. Si ce sont les mamans qui prennent en charge, ça va diminuer le départ des mamans de village pour le centre de santé, parce que parfois, dans certains projets, on paye ce coût de transport des mamans, sans oublier que quand les mamans sont hospitalisées au niveau de l'hôpital, il y a aussi un coût de prise en charge des médicaments. Donc, plus on prend en amont, plus on aura un coût moindre. Voilà un peu les 6 points sur lesquels on a essayé de discuter. OK, merci, c'est ça. Mais quand on dit les cours, si on ne laisse pas les parents, ce n'est pas juste les cours au centre de santé, mais les parents aussi, parce que quand il est hospitalisé, il dépense l'argent pour manger, pour d'autres choses. Bon, merci. Mais on ne peut pas dire laisser les balances parce que nous voulons faire le programme de promotion de la croissance et c'est les gens qui utilisent les balances et les toises. Donc, on ne peut pas laisser ça complètement dans votre plan. OK, le troisième groupe. Qui était dans le troisième groupe? Le troisième groupe, c'est Khalil et Moussa Issa. C'est le groupe qui a discuté la rentabilité. Oui, exactement. Oui. Avec votre permission, nous avons d'abord eu des difficultés à comprendre d'abord le mot rentabilité, puisque la définition a posé problème. Est-ce que rentabilité veut dire pour nous coût ou efficacité ou efficience? Les trois dans un. Le coût, l'efficacité, l'efficience. Oui. Voilà, donc c'est dans ce sens que nous avons travaillé avec Khalil. Donc nous avons dit si c'est le coût,
l'efficience et l'efficacité, pour nous, effectivement, l'approche, elle est rentable. En ce sens que nous avons la chance d'utiliser la communauté. Donc, déjà, en termes de ressources, nous avons la communauté qui est là, qui va participer de façon à apporter une réponse à l'intervention. Et tout va se faire avec la communauté, en ce sens que non seulement l'approche sera accessible à toute la pyramide sanitaire, à commencer par le niveau communautaire jusqu'à aller au niveau supérieur. Ça, c'est un. Et également, c'est moins coûteux, puisqu'on ne va plus utiliser beaucoup de fonds pour vraiment arriver à traiter un enfant membre ou un enfant membre, un enfant membre ou un enfant masse. Et également, c'est accessible à tout le monde, en tout cas à toute la communauté, puisque ça va être fait par la communauté et pour la communauté. Et voilà un peu ce que nous avons dit, mais comme je suis avec Khalil, certainement il y a des choses que j'ai oublié de dire, il pourra me compléter. Merci. OK, je crois que vous avez présenté. On va continuer à la fin de cette séance. On va voir beaucoup les informations. On n'a pas eu le temps maintenant. On va continuer. Et le quatrième groupe, c'était Kevin et c'est les couvertures. Oui, alors moi j'étais avec Martha. Donc, alors pour la couverture, on pense qu'elle va être augmentée parce qu'en fait, on utilise une approche plus communautaire avec les mamans PB et les récos. Donc, ça nous permet d'aller dans des zones où on avait des difficultés d'accessibilité, soit par la cause de route, un meilleur suivi parce que la mère est tout le temps avec son enfant, les récos vont passer plus souvent dans la communauté, donc ça améliore aussi la couverture. Et aussi dans les zones d'insécurité où parfois les ONG sont obligées de partir, là on a toujours justement un niveau communautaire qui fait un suivi et une prise en charge. OK, merci. Et le dernier groupe, c'était qui? Et ça, c'est la continuité de soins. Il n'y avait que 4 groupes. Oh, c'était juste 4 groupes. Oui. Bon, voilà, on peut continuer. Merci à tout le monde. Diapo, s'il vous plaît. Et il y a juste une question de la part de Khalil. Quel est le coût moyen de la prise en charge d'un cas MAS ou MAM avec Compass ou Optima? Pardon? Le coût moyen de la prise en charge d'un cas MAS ou MAM avec Compass ou Optima? Bon, je n'ai pas les réponses pour ça en direct, mais bon, je crois que Victoire, il va donner quelques informations, mais ce n'est pas spécifique à ça. Mais si je donne un exemple, si vous utilisez les récos ou les gens de santé communauté pour faire le traitement à mention aiguë, le coût est moyen par rapport si vous utilisez les centres de santé. Les centres de santé, c'est presque, il y a une étude qui a dit que c'était presque $3. Et pour si vous utilisez les récos ou les mamans lumière, c'était juste $1. Ça, c'est juste un exemple. Je ne sais pas s'il y a je ne vois pas s'il y a les études globales qui voient juste les Compass et les Optima. Mais je sais, il y a les Compass Stage 2 qui a déjà fini cette enquête, mais je n'ai pas encore vu toutes les résultats. Voilà, comme on a discuté, les coûts de l'apaisement restaient chers, c'est pourquoi on voulait utiliser les approches simplifiées. Et nous avons aussi les choses concernant les différentes partenaires du ONG qui gèrent ou qui soutiennent les masses et les membres. Donc, vous avez UNICEF ici, vous avez PAM ici, il y a les choses qui n'est pas unifiées. À la fin, ça affecte comment on gère le travail du mention aiguë en général. Quelqu'un ici, ils avaient discuté les différents produits utilisés, pourquoi on utilise les différents produits. Même si on a fait l'épaississement, les couvertures sont encore médiocres. Donc, c'est nécessaire, on cherche comment on va améliorer les couvertures et on a trouvé certaines adaptations ou certaines approches, ça va améliorer les couvertures.
nous avons trouvé dans les différents pays, dans les différentes ONG, normalement, c'est le traitement des masques qui sont priorisés. Et tu trouves beaucoup, il y a les UNAM, les UNS, les couvertures, normalement, c'est pas ça. Donc, à la fin, vous voulez traiter les gens masse, mais tu laisses les gens membres. Donc, les gens membres vont aller sur les masses pour trouver le traitement. Pourquoi on ne peut pas faire le traitement pour les dire? Pourquoi attendre les enfants à arriver aux masses? Mais c'est les choses qui sont là, beaucoup les pays. Je crois aussi en RDC, c'est les traitements masses qui sont plus prioritaires par rapport aux traitements membres. Donc, tu vois, il y en a encore les petites choses, mais ce n'est pas très petit. Il y en a aussi les grandes choses par rapport aux protocoles PECIMA qui existent maintenant, qui affectent les services en général. C'est pourquoi on dit, on cherche comment simplifier l'approche pour assurer la qualité, les couvertures et la continuité. OK? Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Les avantages, vous avez déjà mentionné les avantages, mais on va lire. Bon, il y en a l'utilisation optimale des ressources, ça c'est clair. Bon, on ne peut pas aller avoir les programmes de membres différents et les programmes sans masse différents et les intrants, il y en a la réduction des montants, les temps. Bon, ça améliore aussi la couverture du programme, c'est déjà discuté, les continuités de sens, donc tu assures l'enfant, même sans il trouve les services et même s'il n'est pas l'accès d'aller au FOSA, c'est possible de trouver les services aux communautés chez les RECO ou les Mamas Lumière. Facilité dans la logistique, ça c'est clair. Moyen d'état l'os d'adaptation de PBCL est utilisé. En général, pour toutes les adaptations, c'est facile à mettre en œuvre. Il y en a les complications opérationnelles, je sais, mais les pratiques de faire cette approche simplement est facile. Quand on dit on donne l'enfant 12 sachets et un sachet pour les mamans, c'est ça, c'est pas compliqué. Quand on dit diminue les temps de suivi, c'est facile. On connaît, il y a d'autres problèmes et problèmes externes, mais en général, en principe, les adaptations sont faciles à mettre en œuvre. Diapo, s'il vous plaît. Bon, il y en a encore toujours les préoccupations qui existent. Je voulais expliquer. Je n'ai pas discuté les avantages des approches parce qu'on va discuter quand on commence à discuter chaque adaptation, on va voir les avantages et les défis ou les désavantages. Bon, maintenant, je voulais juste un peu expliquer les différentes préoccupations qui existent. Des études sont limitées en temps de porte et les contextes spécifiques. Un exemple, il n'y a pas les études qui a fait Asie, parce que et ça, c'est où il y a beaucoup les enfants qui sont malnutris. Les études sont faites beaucoup à l'ouest ou à l'est d'Afrique. Donc, c'est encore toujours limité. Même si tu vois ou dire à RDC maintenant, les études se font dans une petite zone ou la province. Les potentiels d'améliorer l'efficacité et l'échelle à l'impact sur les résultats et les coûts en fonction de la population ne sont pas encore connus. Ça, je crois que c'était aussi un souci du Khalil. Tu connais les impacts ou les avantages sur la population. Un exemple, si vous décidez de mettre cette adaptation dans toutes les DRC, tu connais l'impact? Non, c'est pourquoi on va commencer avec les 5 zones. Et je pense les Pronalute, l'UNICEF et tous les partenaires vont collecter beaucoup les informations pour informer les différentes ONG pour aller commencer à faire le scale-up dans les différentes provinces.
Il y en a aussi nécessaire de faire d'autres recherches ou d'autres études comme les avantages dans les circonstances exceptionnelles. Un exemple ici maintenant, nous avons les pandémies du COVID. C'est quoi les avantages de faire ça? Ou on ne peut pas les faire parce que les partenaires ils ont demandé, ou les pays ont demandé à faire ça, mais on cherche les avantages. Quand on fait ça, fait une petite recherche. Il y en a aussi les aspects où il y a les études qui disent les PB. Désolé, je laisse ça à moi. Désolé, c'est les PB. Les PB trouvent beaucoup les filles plus que les garçons. Donc, c'est nécessaire d'avoir ça dans sa tête quand tu fais les programmes. Chaque fois, quand vous faites les supervisions, assurez qu'il y a une moyenne, assurez que les garçons sont plusieurs fois suivis ou gérés parce que tu vas trouver beaucoup les enfants admis dans le programme vers les PB sur les filles. Donc, c'est nécessaire d'assurer que les mamans font les dépistages plusieurs fois, même les relais communautés, aller dans les familles pour voir qu'est-ce qu'il y a avec les enfants, les garçons. À diapo. Voilà, on voulait discuter maintenant les résultats de certaines études sur les approches simplifiées. Les premiers pilotages, le pilotage qui est connu, c'était à MSF en 2006 où le MSF il a fait le traitement de masse et les membres dans le même programme. Mais après ça, il y a différentes partenaires, différents jeux qui ont commencé à faire ça. Les raisons pourquoi on voulait discuter les différents résultats, c'est pour assurer tout le monde. Ça, c'est pas un pilotage c'est pas RDC qui est le premier. Ces adaptations sont déjà faites dans les différents pays et on a les différents résultats qui sont positifs et les résultats aussi qui sont un peu négatifs, mais on ne peut pas dire que c'est les choses qui ne connaissent pas. Diapo. On va discuter les études Compass et les études Optima. Les raisons pour ça, c'est parce que beaucoup de gens connus les deux études et ils appellent les approches comme les études. Mais comme j'ai déjà dit avant, les Compass et l'Optima, c'est les études par rapport aux différentes adaptations. Et le Compass, pour le Compass, ça c'est le Combined Protocol for Acute Malnutrition Study. Il y a été 12 étapes. Les premières étapes de Compass étaient les objectifs étaient l'élaboration des protocoles de postologie. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on a arrivé à ça. Il y a été une étude qui a fait sur les data les informations du Pakistan, Kenya, 5 pays. Les gens, ils ont vu des résultats, ils ont vu les consommations, ils ont vu les changements, les PB, tout ça. Et finalement, et les consommations de ATP et comment l'enfant gère, combien de temps cet enfant passe sur les UNA ou UNTA, tout ça, au UNS. Donc, les résultats, finalement, les recommandations ou les résultats étaient, c'est possible de traiter l'enfant masse avec 12 sachets d'ATP. Ça, c'est les 1000 kilocalories. Et c'est possible aussi de compléter le traitement pour les enfants MAM avec juste un sachet. Ça, c'est, bon, on dit un sachet parce que normalement, un plampinate, il y a 500 kilocalories, mais l'idéal est 500 kilocalories, ça suffit pour l'enfant MAM, et 1000 kilocalories, ça suffit pour l'enfant masse.
c'est ça, c'est où on a trouvé les recommandations pour donner 1 à l'enfant mas et 2 à l'enfant, non, 1 à l'enfant mam et 2 à l'enfant mas. C'est pas juste quelque chose, quelqu'un il a dit, fait ça, non. Il y a une étude qui a été faite. Oui, allez, diapo. Donc, la même étude a trouvé on connu, il y en a les enfants qui restent quand tu fais juste les PB, mais la même étude a dit, même s'il y en a les enfants qui restent, c'est peu, c'est pas beaucoup les enfants. Je sais, il y en a les points d'interrogation sur ça, spécialement en RDC. Et ça, c'est où tu vas discuter avec les Pronanut ou avec les UNICEF aussi, pour discuter comment on gère l'enfant qui sont plus de 125, mais quand tu fais les poids-tailles, tu trouves cet enfant, elle ou il, à moyenne de négatif 3. On va discuter ça sur les discussions d'utilisation de Ansel Programme. Oui, merci. Donc, la même étape, il a trouvé, s'il te plaît, tu peux aller, l'ancienne diapo. Bon, la même étude a trouvé que les changements sur les PB et les changements sur les poids, c'est presque la même. C'est pas très différent quand l'enfant il est sur le programme. Donc, même si vous utilisez les marques pour les suivis, c'est comme tu as fait, c'est comme tu as utilisé les poids, parce que les changements, c'est presque la même. C'est pas très différent. Donc, c'est pourquoi on dit, si on fait les PB seulement, c'est OK, parce que même les changements entre les deux est la même. OK, diapo? Moussa, il a demandé, les PB inférieurs à 115, c'est égal masse. Alors, pourquoi un sachet de PB? Rita, on va aller sur l'ancienne diapo. Pour les enfants, ça c'était un erreur. Ça c'était un erreur de présentation. C'est les enfants de 115 jusqu'à 125. C'est OK, Moussa? C'était juste un erreur. C'est les enfants moyens de 115 qui sont les enfants masses, c'est 12 sachets. Et les enfants 115 jusqu'à 125 sont les 1 sachet. Donc, en général, les enfants mam, 1 sachet, les enfants masses, 12 sachets. OK, merci. On continue, Rita? Bon, les deuxième étape, c'était pour analyser l'efficacité des différentes adaptations. Et les adaptations, c'était les adaptations qui étaient sur les études, c'était les combiner les masses et les mam, les utiliser les PB uniquement et les dosages et l'utilisation de Ansel produit. Ça, c'était les analyses. Ils ont analysé quand tu fais le programme ou tu fais le traitement, les 12 en Ansel programme, et vous avez utilisé les PBCL et vous avez aussi utilisé les dosages de 2 en 1 pour les SAM et MAM, et vous avez aussi utilisé un produit. Donc, les résultats sont sortis, je crois, c'était 7 mois. Hein? Donc, je n'ai pas encore lire les rapports complets, mais les résultats sont déjà publiés. Donc, on peut continuer? Donc, ça, c'était l'étude campus. Donc, quand quelqu'un, ils disent, on fait les campus. Si vous dites, on fait les campus, tu dois faire toutes les 4 adaptations. Même sans dans un programme, les PB uniquement, les ATP, 2 pour l'enfant mas et 1 pour l'enfant mam,
et l'utilisation d'un seul produit. Mais si tu fais juste une adaptation, vous ne pouvez pas dire que vous avez fait les compas. Voilà, il y a une question pour les compas. Il y aura un enfant avec main pesant 20 kg qui n'aura gagné qu'un sachet ou même montant. Il y aura un enfant avec masse 6 kg mais qui aura du sachet de RETF. Difficile de mettre dans les pratiques. Pourquoi, Khalil? Pourquoi c'est difficile? Parce que ce n'est pas les repas, c'est les médicaments. On ne peut pas dire parce que je suis un grand enfant, tu vas me donner 36 cc de chloroquine parce que j'ai un grand enfant. Donc, on ne peut pas voir ça sur les aspects communauté. On voit ça sur les aspects biologiques. Et aussi, je voulais ajouter, même si on donne les RUTF, les ATP comme les médicaments, on doit assurer les bonnes sensibilisations pour les parents ou les soignants, donner les bons repas supplémentaires, faire les bonnes pratiques du hanche, parce que ça, c'est les médicaments, donc quelqu'un doit avoir les repas. Donc, mais en même temps, c'est pourquoi on est ici. Nous, quand on dit, nous ici en RDC, ce n'est pas possible de donner un à deux. Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez donner? Mais les expériences sont là, les études sont déjà faites qui disent, si l'enfant est mince et tu donnes 2 sachets, et l'enfant, il mange des RUTF en ajoutant les repas à la maison, en ajoutant les médicaments antibiotiques correctement faits, cet enfant va améliorer ou va guérir. Et c'est la même chose pour les enfants en MAM. OK, un autre, le temps s'est déjà passé. À diapo. Voilà, je voulais discuter en bref l'étude optimale. À la fin, on va donner la parole à Victoire pour présenter quelque chose sur leurs expériences et on va finir ça. Donc, l'étude optimale, c'est la même chose comme l'étude Compass. C'est une étude, ce n'est pas une adaptation. C'est une étude sur les certaines adaptations. C'était fait à Burkina, au Niger, au Mali et aussi en RDC. Ça concentrait sur l'amélioration des obstacles au traitement et la réduction des coûts du traitement. Ça incluait les détections, ça incluait les PB, PBMR, ça a aussi incluait l'utilisant les PBCL pour les admissions, les suivis et les dépistages. Les diapos. Ça inclut aussi l'utilisation des produits. Donc, tu vois, c'est comme les compas, mais la différence est les quantités des intrants utilisés. Ils n'utilisent pas un pour les mâles et 2 pour les femmes. Ils utilisent les ATP, utilisant progressivement la posologie en fonction du PB et du poids de l'enfant, afin d'augmenter le nombre des enfants ayant reçu le traitement au sans aucun coût additionnel. Donc, les différences entre les deux, c'était juste les modifications sur les quantités de ATP. Compass, il utilise 1 et 2, et Optima, il utilise les quantités basées sur les poids ou les PB de l'enfant. Donc, je voulais maintenant inviter Victoire pour donner nous leur expérience sur les approches simplifiées avant de continuer. Victoire, tu es là? Oui, merci. OK, merci. Merci à tous. J'essaierai d'être brève, comme on a un peu dépassé le temps.
Donc, voilà, ce premier tableau, donc je ne vais pas m'attarder dessus. C'était juste pour présenter la différence entre Optima et le protocole standard. Mais comme Martha l'a dit, il y a beaucoup de choses qui sont communes à Optima et Compass. La seule chose qui n'est pas dans ce tableau, c'est le PB mère ou PB famille qui fait partie intégrante de la stratégie Optima. Donc, comme on l'a dit, en fait, la table de dosage Optima que je vais présenter après, elle se base sur 3 catégories de PB, inférieures à 115, 115-119 et 120-124. Et donc, par exemple, un enfant qui est admis dans la colonne PB inférieure à 115 va passer d'une colonne à l'autre au fur et à mesure qu'il évolue. Diapo. Voilà, donc ça, c'était juste pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble la table Optima. Donc, d'un côté, il y a la table Pessima, bien sûr, et la table Optima avec ces trois colonnes. Et donc, l'enfant progresse au fur et à mesure qu'il gagne du poids et qu'il gagne des millimètres de PB. Donc, en fait, la première colonne d'Optima, elle est très similaire au Pessima, à la table du Pessima. Il y a même pour certaines catégories où c'est au-dessus de ce qui est prévu par le Pessima. Et c'est ensuite qu'on va réduire pour arriver dans la dernière colonne pour les PB entre 120 et 124. Où là, on va se rapprocher de l'idée de, peut-être plus de l'idée de Compass. Enfin, en tout cas, pour les petits poids en dessous de 7 kg, on est à un sachet par jour. Et ensuite, on augmente progressivement avec le poids. Diapo. Donc, ce sur quoi je voulais surtout peut-être un peu plus m'attarder, c'était les résultats de l'étude du Burkina Faso. Donc, les résultats ont été publiés il y a quelques mois. Donc, c'était un projet pilote, donc il n'y avait pas de groupe témoin qui a été mis en œuvre dans un district sanitaire au Burkina sur un peu plus d'1 an, avec presque 5000 enfants inclus et 117 enfants qui avaient un PB au-dessus ou égal à 125 et un poids taille inférieur à -3 et qui n'ont pas été inclus dans le projet pilote, qui ont été prises en charge avec le protocole du Burkina Faso. Et les résultats de ce projet pilote étaient plutôt encourageants. Déjà, on dit, bon, la table Optima est plus compliquée, ça c'est sûr, que la table Compass, mais finalement, sur la mise en œuvre pratique dans les centres de santé, il y a eu un très bon pourcentage d'application, puisque 79,5% des visites ont été faites avec un dosage correct. Et les erreurs qui ont été faites, elles étaient pratiquement toutes entre 1 et 2 sachets. Donc vraiment très peu. Et ensuite, quand on parlait de la mise en œuvre justement et du coût, pour Optima au Burkina Faso, on était sur une moyenne de 61 sachets par enfant. Donc la moitié en fait du nombre de sachets qui auraient été donnés dans le protocole national. Donc ce qui va bien sûr avoir un impact sur le coût et ce qui permet de prendre en charge finalement le surplus d'enfants qui est dû à l'augmentation de l'inclusion sur le PB inférieur à 125. Donc l'objectif du Burkina Faso, c'était de voir si le protocole Optima, une fois appliqué, permettait toujours bien de respecter les standards sphères. Donc on avait un taux de guérison à 86,3%, donc très bon. Et là où il y a le point un tout petit peu négatif, en tout cas pour nous, de l'étude du Burkina, c'était le taux de guérison chez les moins de 115 qui était de 70,5%. Ce qui n'est pas non plus extrêmement bas quand on voit les résultats dans les programmes NUT en général, mais ça a mené à réviser légèrement la table de dosage pour Optima RDC. On a un peu augmenté le dosage chez les moins de 115. Pour les taux de décès, taux d'abandon, taux de non-réponse, c'était bas, surtout le taux de décès qui était seulement à 0,4%. Et la durée moyenne de séjour était plutôt normale,
avec, pour atteindre la guérison, environ 6 semaines et 8 semaines chez les PB inférieurs à 115. Donc ça sera quelque chose d'intéressant à comparer avec COMPASS notamment. Diapo. Donc en fait, suite à ce projet pilote, il était encourageant parce qu'il montrait qu'on respectait toujours les standards sphères, mais on voulait aller plus loin pour vraiment voir si, comparer en fait au protocole national. Donc c'est pour ça que l'essai en RDC a été monté. Donc c'est vraiment différent d'un projet pilote. Comme c'est un essai clinique, c'est pas sur un grand nombre d'enfants. Le but n'est pas de voir la faisabilité d'une mise à l'échelle, mais vraiment de comparer le taux de succès entre Optima et le protocole standard. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails de l'essai parce que on avait déjà présenté au cluster. Donc, la mise en œuvre, elle est pratiquement terminée. Elle sera terminée lundi. Donc, la mise en œuvre, elle s'est faite dans 4 aires de santé de la zone de santé de Kamecha. Et la particularité, c'est qu'on a suivi les enfants pendant 6 mois après l'inclusion. Donc, soit ils étaient suivis en UNTA et quand ils étaient au village, ils étaient suivis tous les 15 jours à la maison par un infirmier. Donc, on a inclus 1071 enfants. Il y en a 997 qui ont été randomisés, donc tirés au sort, soit dans le groupe Optima, soit dans le groupe standard. Et les autres enfants, c'est des enfants qui sont inclus dans l'étude mais qui n'ont pas été tirés au sort. Il y a les frères et sœurs des enfants inclus dans l'étude qu'on ne voulait pas tirer au sort pour pas que les parents se retrouvent avec un enfant dans chaque protocole. Et ensuite, il y a 16 enfants qui avaient un PB supérieur à 125 et un poids taille inférieur à -3. Donc ça, c'était intéressant parce que ça donne une vision de quelle est la proportion de ces enfants en RDC, enfin en tout cas au Kasaï. Donc évidemment, vu que c'est un essai clinique et donc on n'a pas les résultats, on aura les résultats à la fin de l'année. Quand on aura là, il faut déjà qu'on finisse le suivi et qu'on gèle la base de données. C'est qu'à ce moment-là qu'on pourra faire des analyses. Mais en tout cas, déjà sur les 1071 enfants, il n'y a eu que 50 interruptions de suivi. Donc ça veut dire des enfants qui ont interrompu leur suivi avant d'atteindre 6 mois. Donc c'est vraiment peu, dont 10 enfants qui étaient inclus 2 fois. Donc ceux-là, on peut même pas, enfin, c'est des interruptions de suivi, mais c'est juste des doublons parce que c'est des mamans qui sont revenues et qui se sont fait inclure 2 fois, soit dans le même centre de santé, soit souvent dans 2 centres de santé différents. Il y a eu 2 décès au cours de l'étude, mais qui n'étaient pas liés au traitement nutritionnel des enfants. Pour ce qui est de ce que je peux vous dire de ce qu'on a vu de la mise en œuvre sur le terrain, on voit vraiment une bonne acceptation du protocole dans la communauté et par les mères. Et je pense que c'est surtout le côté de la prise en charge précoce des enfants MAM qui a vraiment plu aux mères, notamment quand elles ont fait le PB mère. Tous les enfants avec un PB jaune sont pris en charge dans le bras Optima. Donc ça, c'était vraiment bien accepté. Même sur la réduction du dosage, je suis en train de lire des focus group et des entretiens individuels qu'on a fait avec les mères. Et il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 groupes sur le nombre de sachets. Donc voilà, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Sur la table de dosage, l'application de la table de dosage, il y a eu très peu d'erreurs. Il n'y a eu que 14 erreurs avec une médiane de 3 sachets d'erreurs. Après, évidemment, c'est un essai clinique, donc les fiches des enfants ont été vérifiées et les erreurs qui étaient rattrapables étaient rattrapées. Donc, c'est plus l'étude du Burkina Faso qui nous donne des chiffres sur l'application de la table de dosage parce que c'était plus en situation réelle que la RDC. Un essai clinique, c'est forcément très contrôlé. Et en tout cas, de l'impression en étant sur le terrain et en voyant les dossiers des enfants, le taux d'abandon et de non-réponse est faible. Donc ça, c'est l'essai de la RDC qui est pratiquement terminé. On aura les résultats à la fin de l'année.
mais il y a d'autres études qui sont soit en cours, soit qui vont commencer. Donc, comme Martha l'a dit, il y a deux études, deux autres projets pilotes qu'on appelle Optima Vie Réelle, à Bamako et à Myria au Niger. Et il y a un deuxième essai clinique qui sera fait au Niger en 2021 et qui, évidemment, n'est pas encore tout à fait validé, mais qui devrait permettre de comparer en fait Optima à Compass, notamment ce qui va être intéressant, puisque les premiers résultats de Compass sont sortis. Et juste pour répondre à Khalil sur le coût-efficacité, en fait, Alima a fait un partenariat avec une université américaine. Donc, il y a une équipe d'économistes de la santé qui vont faire une étude de coût-efficacité sur plusieurs pays, monter un modèle et qui prendra en compte beaucoup plus que juste le coût par enfant, mais qui prendra aussi en compte le fait de prendre en charge les enfants plus tôt, etc. Le taux d'hospitalisation qui, du coup, peut être réduit puisqu'il y a moins d'enfants dans des cas, il y a moins de cas très sévères, etc. Donc, ils vont prendre en compte tous ces facteurs. Mais il y a quand même un objectif sur Optima RDC. Il y aura un objectif secondaire de voir le coût par enfant pour pouvoir essayer de comparer, en tout cas, entre Optima et le protocole standard. Et le taux de guérison en RDC, non, parce que du coup, comme je viens de le dire, on ne pouvait pas regarder les résultats par groupe avant la fin de l'étude pour ne pas nous influencer. Donc, je n'ai pas d'infos là-dessus. Et voilà. À la fin de l'année, ce sera présenté, bien sûr. Les résultats seront présentés en RDC, bien sûr. Voilà. OK, merci. Il y a des questions pour elle. Je voulais voir sur... Bon, je voulais d'abord demander à tout le monde, nous donne 15 minutes additionnelles. 5 minutes pour finir la présentation et 10 minutes pour les questions. Attends, j'ai une question. Pour Victoire? Oui. Je voulais demander d'abord tout le monde pour me donner 15 minutes. Fidèle, oui. Non. Monsieur, non. Nous donner 15 minutes? OK, merci. Oui, Georges. Oui, j'ai déjà même mis la question dans le box. Bon, j'ai bien suivi la présentation de la stratégie Optima, Burkina, Niger et Angola, RDC avec des différents objectifs. Bon, et nous savons que la distance est un des goulots d'étranglement dans l'augmentation de la couverture PCIMA. Donc, quand on regarde un peu le protocole Compass, on se dit qu'on voudrait décentraliser les soins, donner la prise en charge aux mamans ou bien donner la prise en charge communautaire aux relais communautaires. Donc, dans le cas où Optima utilise toujours les classes de points, malgré que les sachets soient diminués par rapport au protocole standard, est-ce que ce protocole Optima serait-il approprié pour cette décentralisation auprès des mères ou des relais communautaires? Parce qu'à mon impression, je pense que ça resterait plus dans les structures santé, ça diminuerait le coût. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer au niveau communautaire en responsabilisant les mères ou les relais communautaires? C'est ma question. Merci. Oui, c'est une bonne question. Bon, évidemment, Optima a été pensé comme un protocole au niveau du centre de santé. Je pense que ça se voit avec la table de dosage. mais ce serait... Enfin, moi, de ce que j'ai observé en RDC, en tout cas en termes de capacité, souvent dans les centres où on est, c'est des relais communautaires qui gèrent l'UNTA. Et ils ont vraiment très bien appliqué la table sans aucun problème. Maintenant, évidemment, le problème qui se pose, c'est les balances. Donc, je pense que ce serait possible au niveau communautaire si, par exemple, c'était centralisé au niveau de RECO et qu'ils avaient une balance dans chaque village.
Mais au niveau des mamans, ça me semble compliqué, parce qu'on ne va pas donner une balance à chaque ménage. Donc, c'est sûr que par rapport à Compass, Compass est plus adapté au niveau communautaire. Ça, c'est sûr. Après, il faudra juste voir entre les deux protocoles lequel assure une durée de séjour, un gain de poids aussi, enfin bon, gain de poids non, mais une durée de séjour et aussi un taux d'abandon et de non-réponse qui reste acceptable. Donc c'est pour ça que ce sera intéressant de comparer Optima à Compass pour voir si la simplification extrême de Compass vaut le coup par rapport à ce qu'on perd en peut-être, je ne sais pas parce que je n'ai pas les résultats de Compass, mais j'imagine peut-être en durée de séjour ou en taux d'abandon. Victoire? Oui, 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 j'ai bien compris, mais je voudrais dire ceci. Est-ce que, je ne sais pas, je ne pense pas qu'une étude pareille était, c'est-à-dire voir l'efficacité, oui, il y en a déjà de Optima au niveau des structures. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une combinaison structure de santé Optima et communautaire Compass? Je vois pas. Ouais. Enfin, je vois pas trop comment, parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y a des enfants qui sont suivis sous un protocole, d'autres enfants sous un autre protocole. Ouais. Enfin, à discuter, mais je sais pas. Peut-être selon les contextes, il y a peut-être des contextes où Optima serait plus adapté, des contextes où Compass est plus adapté. Et ça, c'est aussi possible. Je sais pas, mais oui, c'est des questions à discuter. Merci, Victoire. On n'a pas eu de temps s'il y a les questions. Moussa, je vous donne juste 2 minutes. Un pour les questions, un pour les réponses. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste savoir le faible taux d'abandon. Est-ce que c'est dû à une intensification de suivi au niveau communautaire ou bien c'est dû à un suivi au niveau du centre de santé? Merci. Moi, je connais l'étude du Burkina, mais pas dans tous les détails. Je sais qu'ils ont utilisé les relais communautaires pour faire le suivi. Après, je sais que c'était une étude qui n'était pas... Enfin, je veux dire, par exemple, dans Optima RDC, on a les infirmiers qui vont au village. Donc là, c'est difficile de... C'est pas un contexte, c'est pas faisable dans la réalité. C'est pour l'essai clinique. Mais dans le cas du Burkina Faso, il n'y avait pas ça. Donc, après, c'est toujours difficile à dire, même dans nos programmes. Est-ce que le taux d'abandon est dû au manque de suivi des relais communautaires ou est dû aux parents qui abandonnent? Après, évidemment, plus la durée de séjour est longue, plus il y a des chances que les gens abandonnent. Donc, au Burkina, il n'y a pas eu il y a eu un suivi normal des relais communautaires qui ont été bien sûr motivés à faire le suivi. Voilà. Donc, j'ai pas vraiment je sais pas vraiment quelle est la réponse. Ok, merci Victoire. Alors, je reste avec juste 2 diapos et on finit, on termine. Les diapos, Rita, s'il vous plaît. Diapo, on a fini l'étude Optima. Il y en a aussi les études sur l'utilisation des PB et aussi l'utilisation des relais communautés pour faire les traitements. Bon, il y en a les études qui disent les risques, c'est minimal lorsque les mêmes mesurent les PB. Je laisse les mots moi, s'il vous plaît. Même quand c'est les mecs qui font les PB ou les relais communautés ou les gens de santé, le risque est minimal. Bon, ça c'est une indication. Les mails connaissent comment on fait les PB. S'il reçoit une bonne formation ou orientation, il y en a les avantages sur les différentes approches, comme on a déjà discuté, et les CAC, mais je voulais insister sur les relais ou les mamans ou d'autres patients dans les structures du CAC.
sont en mesure de fournir les traitements à haute qualité pour la masse non compliquée. S'il reçoit les formations, les bonnes supervisions et on assure aussi les entrants sont disponibles. On va discuter ça en détail demain. Bon, tu dois assurer les formations et les supervisions et aussi les motivations. Donc, les questions de motivation, c'est une question compliquée. C'est possible, c'est les motivations financement, c'est les savoirs, c'est ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire ou utiliser en RBC ou dans les cinq zones, mais tu dois avoir les motivations là. D'accord? Voilà, donc les CAC peuvent traiter les masses efficacement, les formations est nécessaire. Donc ça, c'est les répétitions par rapport aux différentes formations qui étaient faites sur l'utilisation des agents de santé communauté et aussi les mamans mères. Comme j'ai déjà expliqué, je donne un exemple. Les soins dispensés par les CAC ou par les agents de santé communautaire peuvent être moyens si la couverture est bonne. Et ça, c'est une chose qui sont très pertinente pour nous qui va faire les mises en œuvre. Si vous faites le travail avec un petit nombre de CAC, ça va très cher pour vous. Mais si vous assurez le nombre de relais communautés ou les mamans lumière ou tout le monde qui voulait faire le travail communauté, ils sont dans tous les villages. Donc, les moyens vont être le coût va être moyen cher. Mais si vous utilisez juste quelques agents de santé communauté, c'est pourquoi demain quand on vit les différentes adaptations, on va insister. Si vous voulez faire les adaptations communauté, assurez que vous avez les plateformes communauté. Vous avez les PCMA, vous avez les agents, les relais communauté déjà dans cette zone où c'est les choses qui vont commencer maintenant. Ça va aussi aider vous à faire les décisions à quel paquet des adaptations vous voulez faire. On est arrivé à la fin de cette discussion. J'ai vu beaucoup les questions sur les chats, mais on n'a pas eu de temps. Nous avons resté avec juste 4 minutes. Et 4 minutes, c'est pas suffisant. Et je voulais arrêter ici et on continue demain. Et demain, c'est où on va commencer maintenant les adaptations en détail. Et demain, on va voir les adaptations, on va voir 4 adaptations demain. Les PB famille ou les PB mères. On va aussi discuter les détections et les traitements de masse et les membres dans un seul programme. Ça, c'est ce qu'on appelle les protocoles combinés. On va aussi discuter de l'utilisation des un-seul produits pour les traitements les masses et les modifications des quantités. Et nous, on a choisi les modifications où on utilise 12 sachets pour les masses et 1 sachet pour les membres. Ça, c'est les choses qu'on va discuter demain en détail. On va faire les définitions, les avantages, les défis et les différents points clés que tu vas considérer quand vous voulez mettre en place cette adaptation. Donc, allez, demain, viens avec beaucoup les questions. Parce que demain, c'est les discussions opérationnelles. Ce n'est pas juste les discussions sur les études, sur les choses qui sont écrites sur les différents protocoles. Ça, c'est les choses pratiques. Comment on va faire les différentes adaptations. Merci. Je ne sais pas s'il y a les questions ou s'il y a les mots finaux. Moi, j'ai fini. Merci à tout le monde pour le temps et pour l'attention. Il y a les questions? Oui, Khalil. Merci beaucoup, Martha. Si vous permettez, ce n'est pas une question à proprement dite, mais je voulais juste revenir sur un certain nombre de questions qui restent dans le parking lot et qui, à mon avis, devraient être
dont la discussion devrait être approfondie peut-être les jours prochains ou peut-être au-delà, comme on est ensemble encore pour, en tout cas pour le voyage. On vient juste de commencer le voyage avec Martha et Rita, en effet. Donc, la question en lien avec comment les approches simplifiées améliorent la qualité, parce que ce n'était pas très clair. La question en lien avec le coût, la question en lien avec l'approche optimale et comment on communautarise, parce que il me semble qu'un des objectifs clés des approches simplifiées, c'est quand même une amélioration de la couverture. Mais si une option, une adaptation ou une étude ne peut pas permettre à ce qu'on amène les soins vers beaucoup plus vers les communautés, et on sait qu'en Afrique, la plupart du temps, plus de 70% des malades ou des cas de malnutrition restent dans la communauté, ne viennent pas dans le circuit de santé. Là aussi, je crois que ça reste une question assez fondamentale à clarifier, voir quelle est la contribution de l'approche optimale en ce qui concerne, je veux dire, plus de communautarisation de la prise en charge. Ce sont des questions, enfin, ces trois questions me paraissent assez pertinentes et ils méritent d'être, à mon avis, approfondies dans les discussions prochaines ou même au-delà. Merci. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Merci.